Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est de ces écrivains qui refusent obstinément de se reconnaître sous ce nom. Pourtant, même s'il n'a débuté son œuvre romanesque qu'à l'orée de ses 50 ans, c'est plutôt ainsi qu'on a envie de le présenter aujourd'hui. Pour autant, ce chevalier proustien pourrait s'enorgueillir, en qualité d'éditeur, d'avoir offert à la littérature française quelques-unes de ses plus belles pages, ou, comme journaliste, d'avoir participé, en fonction de l'actualité, à la dynamique du débat intellectuel, philosophique, politique et littéraire français, d'abord au Nouvel Observateur, puis plus tard pour le magazine Le Point. Difficile de consacrer quelques lignes à cet amoureux des amours naissantes, sans évoquer l'amitié qui le lie depuis quelques décennies à Bernard-Henri Lévy. On a pu raconter que l'un est l'ombre de l'autre, et inversement. Quand le premier trouve que le second a une plume étincelante, il reçoit en réponse un éloge de ses précieux conseils. Tous deux germanopratins, en parfaits esthètes de l'esprit, ils semblent cultiver avec soin l'idée qu'un bel écrin valorise la pensée noble, lui rend justice et donne à méditer sur le fait que l'idée sert à honorer le lieu d'où elle germe. Et Paris est l'endroit idéal de cette germination. Mais cet homme est infidèle. Globe-trotteur, il abandonne régulièrement notre capitale pour d'autres villégiatures. On l'imagine alors aller marcher dans les pas d'Hemingway, à Miami, à Buenos Aires ou Punta del Este. Là-bas, probablement que son cœur continue à battre pour les belles lettres, les belles histoires à lire comme à vivre, ainsi que pour les belles femmes, déjà celles qui partagent sa vie, et celles qu'il aime à nommer parfois créatures dans ses romans. Certains esprits chagrins taxerait donc un peu trop hâtivement de phallocratisme son regard de vieux mâle blanc quand il évoque une de ces créatures prometteuses qui se fanent plus vite qu'un coquelicot. Mais cela passerait totalement à côté de la tendresse infinie qu'il porte aux femmes, tendresse camouflée sous l'ironie de ce penseur au regard mélancolique. En effet, dans ses écrits, on a souvent l'impression qu'il tente de retenir le temps, afin de laisser au passé la chance d'être davantage présent. Et on le comprend d'autant mieux que ce personnage a vu son cœur s'arrêter pendant, alors selon les sources qu'il alimente lui-même et dont il se joue, 155 minutes ou 177 minutes. Il y a quelques années, il a dit non à la mort. Il fallait recommencer cette mécanique en 3 temps autant de fois que possible. Une vraie valse. C'est ainsi qu'il se remémore son enfance et partage avec ses lecteurs le récit à peine masqué de sa jeunesse dans une Algérie aux portes de l'indépendance. Son dernier roman, Si le soleil s'en souvient, redonne vie à cet ailleurs mystérieux qui l'habite. Malgré la mise en garde au lecteur de la partie imaginaire ou sublimée de cette histoire, on l'imagine parfaitement, lui, en tant qu'adolescent, affronter d'un bloc les tourments bien réels de l'histoire avec un grand H quand elle se télescope avec sa propre existence. Et c'est pour évoquer l'écriture, l'inspiration, le passé, le présent et même le futur que j'ai retrouvé l'intimidant chef d'une dynastie de la pensée pour prendre avec lui, au Flore, à Paris, un café au comptoir. Bonjour Jean-Paul Enthoven. Bonjour Alexis, bonjour. Est-ce que vous pensez toujours qu'un livre qui ne ressemble pas à son auteur est un livre qui ne vaut rien ? Oui, j'en suis convaincu, oui. Plus exactement, me semble inutile tous les livres que certains auteurs auraient pu ne pas écrire. C'est intéressant parce que quelquefois je vous ai entendu dire certaines personnes se vantent d'être écrivains alors qu'ils n'ont pondu qu'un demi-roman. Oui, non, vous savez, chaque fois que je passe une douane, autrefois on demandait la profession, vous savez. J'ai jamais osé m'être écrivain, jamais. Alors que parfois je voyageais avec des garçons ou des filles qui avaient publié précisément un demi-roman et qui n'hésitaient pas à m'être écrivain. Donc c'est écrasant, il faudrait inventer un autre nom. On va mettre le même nom pour Tolstoï et je sais pas moi, Guillaume Musso. Alors peut-être qu'ils sont auteurs, tout simplement. Même auteur, on est auteur d'un millier de choses. Non, Romain Gary pensait qu'il fallait, pour être écrivain, publier énormément de livres. Moi, je pense qu'il faut publier quelques livres vrais. C'est ça le plus important. Des livres vrais. Il n'y a rien de plus rare qu'un livre vrai. Je ne sais pas si j'ai réussi, moi, déjà, à écrire un livre vrai. Un livre vrai, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui transcende les jugements, les coteries, quelque chose qui s'impose d'emblée, qui est Qui est hors du temps ?
Non, 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 on est toujours dans le temps, on est toujours là, on est dans fin d'après-midi, on est dans le temps, il n'y a pas de question, mais quelque chose qui transcende, qui s'impose, voilà. Hemingway disait, il faut écrire comme Cézanne peint. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que quand Cézanne peint la Sainte Victoire, elle est là. Euh, Moi, j'avais tendance à être très chantourné, sophistiqué. Euh, J'arrivais pas à, à saisir le monde tel qu'il est. J'apprends, j'essaye, je me rapproche. Et vous vous êtes inspiré de vous-même, de la vie autour? Oh, on écrit toujours son autobiographie, je crois, hein. Moi, je suis un écrivain sans imagination. Tous mes livres sont des tranches de vie. Euh, je, je n'arrive pas à imaginer. Je peux imaginer dans le détail, dans le local, je peux faire des variations. Mais euh, les grandes structures, c'est la vie qui me les dicte. Je, L'imagination, ça me semble un don du ciel ou une malédiction, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça ne me concerne pas. Alors peut-être qu'on reconnaît qu'un auteur est un écrivain après qu'il soit mort. Ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai connu plein de gens qui étaient médiocres, que je voulais pas recevoir quand j'étais éditeur, et qui aujourd'hui sont mythiques. Je pense par exemple à Philippe Muret. Il m'ennuyait à périr quand il était vivant, et maintenant, quand je vois Lucchini dire Ouais, ses c'est textes, ce que j'allais dire. je trouve Ouais. ça épatant. Mais c'est comme ça, c'est la vie, ça, hein. À l'inverse, combien d'écrivains très importants de leur vivant n'existent plus quand ils sont morts. L'écriture, c'est être dans des lieux comme ici. Je vous ai demandé dans quel café, quel bar parisien. Mais je vous ai répondu le Flore par commodité. Mais j'espère que quand on écrit, le modèle Sartre-Beauvoir qui vient écrire leur chef-d'œuvre à une table ici, c'est un modèle. En fait, ils venaient là pendant la guerre parce qu'il faisait chaud. Et dans les appartements, il n'y avait pas de chauffage. Mais aujourd'hui, on n'écrit pas dans un café. Ou alors, je crois que c'est les mauvais écrivains qui écrivent dans les cafés. J'ai jamais. C'est une posture pour draguer peut-être, Pour se montrer. pour se montrer, pour draguer, mais mais non, on écrit dans son décor fondamental. Est-ce qu'on peut s'inspirer dans un café, à regarder des gens, à tendre l'oreille Oui, vers des bien sûr, conversations? chaque visage est un appel de fiction. Regardez la dame là-bas, un jeu merveilleux. Imaginez sa vie. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est végane? Est-ce qu'elle a baisé hier soir? Est-ce que on peut démarrer pendant une heure sur tout le monde. Là, ils viennent de province, vous croyez? On leur a promis une station au Flore. Non, c'est très drôle. Mais c'est pas pas pour travailler, non, pour rigoler. Vous, votre discipline d'écriture, s'il en est une, J'en ai pas. Je ça n'en vient ai- comme ça vient? Ça vient comme ça vient. Ça vient quand je suis heureux. Ah oui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui justement ont besoin d'une peine, ou des artistes qui se Oui, disent oui, moi mais je il vis y a quand deux c'est la familles. peine. Il y a deux familles. Il y a la famille de Victor Hugo et Jean-Sébastien Bach qui sont, quand ils sont heureux, ou bien, je sais pas moi, Rossini, et puis il y a la famille des gens qui ont besoin, Kafka, d'être désespérés pour... Bon, je respecte chaque filon, mais en tout cas, je peux vous répondre à mon nom. Et je trouve que moi, je suis content quand je suis heureux, quand, quand ça tourne bien. Mais ça n'empêche de parler de choses sérieuses, de choses dures, de choses Bien lourdes. sûr, évidemment. Vous savez, on peut faire des belles pages mélancoliques quand on est très heureux. Victor Hugo, deuxième fois que je le cite, c'est rare, disait la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et je pense que la mélancolie, c'est la note de fond de la littérature. Comme on le dit d'un parfum, vous savez, dans les parfums, il y a une note de tête qui est la première fragrance, le ylang-ylang, le vétiver, le jasmin, ce que vous voulez. Et puis il y a une note de fond qui est ce qui reste une fois que la fragrance est partie.
Et je crois que la mélancolie, c'est la note de fond de la littérature. C'est intéressant parce que vous parliez de parfum. Et moi, ça m'a fait penser justement à ce parfum qu'on ressent en lisant votre dernier roman, mais on en parlera tout à l'heure. Mais surtout, ça me fait penser à des destinations. Et je l'ai cité un peu dans votre portrait. Vous êtes quelqu'un qui voyage, qui a divers lieux de villégiature. Est-ce qu'on écrit de la même façon à Paris ou ailleurs? Alors, je ne peux démarrer un livre qu'à Paris. Je peux le finir ailleurs, mais je ne peux le démarrer qu'à Paris. Et à Paris, je ne peux le démarrer que dans mon refuge, à côté du musée Rodin, où je suis là. Finir, on peut aller en effet en Uruguay, en Argentine, en Toscane, en Floride ou en Californie, où vous voulez. Mais pour le démarrer, pour caler la machine, pour la caler, c'est là. Après, la finition, c'est très secondaire. À quoi elle est due cette magie de Paris? De Paris, je ne sais pas. J'ai tellement, puisque vous avez eu la gentillesse de lire mon roman, vous avez C'est un peu su normal, que non? je n'ai pas, oui, c'est normal, mais enfin, tout le monde n'a pas cette courtoisie. Je ne suis pas né ici, j'ai tellement désiré Paris, j'ai tellement, ça m'a semblé tellement admirable, gris et beige, comme dit Aragon, une telle poésie de la vie, que toujours est-il que c'est là que ça se passe pour moi, le démarrage. Après, ça dépend aussi de la façon qu'on a d'écrire. Moi, quand je lance un livre, je ne sais pas du tout, je vais. Il n'y a pas de plan? Non. Ah non. C'est comme si vous alliez au cinéma en connaissant l'histoire. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. En même temps, puisque ça suit un peu votre propre histoire. On connaît la musique. On sait. Mais quand on a le premier coup d'archet, par exemple, hier, il y a une fille qui m'a dit une phrase. Elle m'a dit: si la vie était une journée, tu serais à 5 heures de l'après-midi. Ça, c'est une phrase qui peut démarrer un livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne phrase. Alors, quand on a le premier coup d'archet, moi, je ne peux jamais écrire la phrase numéro 2 si la phrase numéro 1 n'est pas complètement verrouillée. Il y a des gens qui, au contraire, peuvent faire verser de la lave brûlante sur 50 pages et après reprendre tout. Moi, je suis incapable. Je suis tellement psychorigide qu'il faut que j'ai bétonné la phrase 1 pour faire la phrase 2. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à la première, c'est que c'est ce qui va harponner le lecteur. Donc si l'auteur n'est pas déjà convaincu par ce qu'il écrit, un lecteur le sera d'autant moins. Les écrivains sont des truqueurs. On peut truquer. Moi, je connais les phrases qui peuvent exciter le lecteur. Hein. Vous mettez un peu de sexe dès l'Incipit, en ce moment surtout. Je vous dis pas, si vous mettez un viol ou un inceste dès la première phrase, c'est sûr qu'on va tourner la page et pour aller plus loin. Non. Les écrivains sont des truqueurs, sont des machines vaniteuses. N'ayez pas une trop haute opinion d'eux. C'est également pour ça que vous voyez le métier d'éditeur en tant que proxénète. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Éditeur proxénète avec des gagneuses sur le trottoir. Pendant très longtemps, je croyais que j'ai été... Donc, vos auditeurs doivent savoir que j'ai été éditeur une très longue partie de ma vie. Et je n'avais pas compris que pour être un bon éditeur, c'était pas du tout l'amour de la littérature qui comptait. C'était pas du tout le sens du commerce. C'était pas du tout l'esprit d'entreprise. Non. Pour être un bon éditeur, il faut renoncer à être écrivain soi-même. Et donc, comme je n'ai jamais réussi à me faire ce serment... Vous avez arrêté. Et j'ai arrêté, voilà. C'est tout. Et j'arrivais à un moment où j'avais l'impression d'être un proxo avec ces gagneuses sur le trottoir qui me rapportaient de l'argent, ou qui m'en coûtaient d'ailleurs. Et ce métier qui est à la jonction de la création, de la putasserie
et du commerce me plaisait plus. Je pense que mon éditrice va être ravie quand elle écoutera cette interview. Mais il y a des gens dont c'est avec une vraie dévotion. Par exemple, Olivier Nora, le directeur des éditions Grasset, est un type admirable de dévouement, de pureté, d'abnégation, d'oubli de soi. Mais moi, j'arrivais pas à m'oublier. Vous comprenez? Quand on a affaire qu'à du génial, on peut s'oublier. Ok. Hein, on est en face de Proust, d'Hemingway, soi-même, quelle importance. Mais la plupart du temps, on n'est pas en face de Proust ou d'Hemingway, on est en face de petits maîtres vaniteux, 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, on va dire, vous comprenez? Donc là, on a le sentiment de perdre son temps. Je penserai à ça la prochaine fois donc, que j'aurai un roman à présenter à quelqu'un. Est-ce que je suis un petit maître vaniteux ou pas? Et en revanche, je reviens sur ma question de tout à l'heure. La première phrase, il y a une petite musique qui est importante que vous avez évoquée. Et peut-être que c'est cette petite musique de la phrase qui fait qu'on est en train d'écrire quelque chose de bien. Moi, j'ai eu cette impression en lisant votre livre. Les mots sont choisis. Il y a l'émotion est portée par les mots également et la façon, les syllabes que vous choisissez. Ah bah, c'est quand même la moindre des choses. Il faut qu'on fasse un travail propre. Mais il y a un esprit de poésie. Ah ben oui, bien sûr, mais on a affaire la pâte, le matériau, c'est quand même le langage. Donc moi, je me comparerai pas, vous imaginez bien, avec le maître du genre, mais les phrases, elles sont écrites, mais la vraie épreuve, c'est quand on les lit à voix haute dans le fameux gueuloir. Il faut que ça sonne bien, vous comprenez? Il faut que ça soit... et quand ça marche pas bien, c'est une tragédie, oui, bien sûr. Là, par exemple, dans le livre que vous avez lu, le dernier, il est souvent question d'Herman Melville, n'est-ce pas, hein? Et donc, très souvent dans la phrase, la politique ou la métaphysique, je devrais dire d'Herman Melville. Et ce D' me rendait malade. Avec le H, oui. Donc, il fallait que je tourne autour pour trouver... pour ne... Voilà. Et donc, ce cher Herman Melville. Voilà, exactement ce que vous venez de dire. Tout ça, c'est une affaire d'acoustique. Celui qui m'a appris ça, je dois dire que c'est Philippe Solers. Ah oui? Oui, c'est Solers. Il m'a appris ça parce que il m'a expliqué, il m'a prouvé, il m'a montré. Non pas avec un souci pédagogique, parce qu'il se fichait complètement du reste du monde, mais simplement Il a démontré. Il a démontré qu'on écrit comme on respire, comme on marche. Je vais vous poser quelques questions, Jean-Paul Enthoven. On va faire un vrai ou faux. Un café au comptoir. Jean-Paul Enthoven, vrai ou faux, votre rencontre avec BHL a coïncidé avec le suicide de la personne qui vous a présenté? Oui. Ça a l'air totalement incroyable. Nikos Poulantzas. On prend un café avec lui, Ouais. il est joyeux et tout, on s'en va, pof, il se jette par la fenêtre. Voilà. Complètement fou. Oui. Mais c'est un personnage connu et fameux, Bien Nikos sûr. Poulantzas. Hein. Il a été, dans les années 70-80, il était un marxiste éminent. Oui, donc vrai. Je me demandais si ça faisait partie de la légende qui est autour de lui. Non. Vrai ou faux, jeune homme, vous vous retrouvez invité à passer une soirée chez Aragon. Presque vrai. Presque vrai. Comment ça s'est passé? Presque vrai. On ne saura pas plus. Non, le fait est que j'ai vu Aragon. Il y avait un bistrot au coin de la rue des Saints-Pères et de la rue de Grenelle. Ce bistrot s'appelait le Twickenham. Et c'est là que Aragon, manifestement, avait ses rendez-vous avec François-Marie Bagné, pour ne pas le nommer. Et je sors un soir du Twickenham, je vois Aragon sous la pluie. Il se met à pleuvoir. Et Aragon, pour moi, c'est la magie absolue. Et il faut que je lui parle, il faut que je dise quelque chose. Et je lui dis effectivement, monsieur, il pleut, vous devriez mettre votre chapeau. Il me répond, tu devrais savoir, petit, que mon chapeau craint la pluie. Il me répond cette phrase. Et il m'inspecte, il me regarde. Alors, ce qui se passe dans sa tête, il me dit, j'habite rue de Varennes, accompagne-moi, ça te fera un souvenir.
La phrase, hein, ça te fera un souvenir. Épique. Et donc, on a marché jusqu'au boulevard Raspail. Et puis après, ça s'est arrêté là. Voilà. Vrai ou faux, si vous étiez président de la République, la première mesure que vous prendriez serait d'instaurer un décret contre l'impolitesse. Bah, oui, j'aimerais. Enfin, j'aurais le désir de ça. Donc, la question ne se pose pas. Je ne serai jamais président. Mais c'est vrai, j'aimerais beaucoup que les gens cessent d'être impolis. Ce serait Vous rencontrez délicieux. beaucoup de personnes qui sont Non, mais malpolies. l'impolitesse, c'est pas le respect des bonnes manières ou l'irrespect des bonnes manières. C'est l'impolitesse des sentiments. C'est plein de choses. C'est pas bien placer sa fourchette et son couteau C'est pas à les- oui. poisson. On s'en fiche. C'est dire des choses. Oui, l'impolitesse. Il y a beaucoup de gens impolis, je trouve. Surtout quand ils sont malheureux à Paris. Les gens sont malheureux à Paris, vous savez. Donc c'est rude, c'est âpre. Il y a beaucoup plus de gens polis au soleil, par exemple. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Hmm. Vrai ou faux, on vit dans une société dans laquelle il faut se conformer à son reflet. Vous auriez dit cela? Ah oui, j'ai dit ça, oui, parce que effectivement, c'est quoi la société du spectacle, hein? Bon, quand vous regardez un miroir, vous bougez les bras, votre reflet bouge les bras, n'est-ce pas? Mais la- la- le spectaculaire intégral, comme disait, il s'appelait le situationniste là, Debord. De bord, d'accord. Le spectaculaire intégral fait que maintenant, c'est très souvent le reflet qui lève le bras et la personne réelle qui se sent obligée d'en faire autant. C'est vrai dans le personnel politique, par exemple, où à la fin, Chirac ressemblait à sa poupée de Bébête Show. Euh, On le voit avec Trump, on le voit avec beaucoup de monde. les gens se conforment. Par exemple, je sais pas, moi, je suis sûr, Christine Angot se conforme et obéit à sa réputation de Christine Angot. Euh, euh, Mon cher Bernard, parfois, obéit à sa marionnette. À la vision qu'on attend de lui. Pardon? À la vision qu'on attend de lui. Non, parce qu'il est plus intelligent. Vous savez, moi, j'ai toujours... je m'en sors toujours avec Bernard en disant que pour moi, il y a Bernard qui est l'être le plus merveilleux du monde, et puis il y a BHL sur lequel j'aurais éventuellement des choses à dire. Mais Bernard mais BHL parfois est obligé de se conformer à, à, à l'image que l'on se fait de lui, même si c'est pour la combattre ou l'enrichir ou la démentir. Mais c'est ça que j'ai voulu dire. Les reflets ont pris le pouvoir. Et vous, l'image qu'on a de vous, vous Moi, l'imaginez comment? je suis pas dans le spectaculaire. Moi, je suis. Vous êtes un personnage public. Non, pas du tout. Pas du non, tout. non, non. Je suis en marge. Personne ne me reconnaît dans la rue, ça va. Je veux dire, je passe peu à la télévision. On vous reconnaît pas dans la rue, sauf les gens qui vous connaissent. Donc vous êtes quand Oui. même un peu Les gens qui me célèbre. connaissent, vous aussi. Chacun salue les gens qu'il connaît. C'est enfin une belle appellation. Oui. Mais sinon, non, je suis pas un personnage public. Et d'ailleurs, moi, j'ai une circonscription électorale stable, limitée mais stable. Ça me va. Parce que si j'agrandis ma circonscription, ça m'obligera à faire des choses pour lesquelles je suis pas bon, quoi. Comment vous imaginez la personne qui vous tient tête dans ce roman, si le soleil s'en souvient? Ah oui, ce roman est scandé par des entretiens Je avec trouve ça des hautes formidable autorités. de pouvoir couper Ouais. le fil du roman, de remettre en cause la forme que l'on attend de tout roman. J'ai pas le sentiment d'avoir inventé grand-chose, hein, mais un peu quand même. J'ai tout le temps l'impression que le jugement dernier a lieu toutes les minutes, toutes les secondes. C'est ma façon d'être. Je veux dire, quand vous allez partir, je vais me dire qu'est-ce que les hautes autorités ont pensé de moi en face de lui. Et donc, du coup, c'est le jugement dernier, ces petits interrogatoires. Moi j'imaginais une femme sévère et sexy. Oui, on peut. C'est Ça peut-être, dépend ce que vous mettez dans le jugement dernier. C'est quelqu'un qui vous connaît absolument
pour qui votre inconscient est un livre ouvert et avec qui vous ne pouvez pas tricher. Voilà. Donc quand vous avez écrit, vous n'avez imaginé aucun type de personne en particulier? Non. Non, au contraire, je voyais une espèce de tribunal avec des gens habillés comme les pèlerins du Mayflower, vous savez, avec des robes noires et des collerettes blanches. Des gens très sévères, avec qui on plaisante pas. Voilà. C'est comme ça que je voyais la chose. Alors évidemment, je leur ai injecté un petit côté rigolard. Mais Est-ce que la personne vous tient tête? elle me tient tête, elle m'écrase, vous voulez dire. C'est pas qu'elle me tient tête, je suis une flaque devant eux. Une flaque. Ah, j'imaginais une psychanalyste lacanienne, mais en fait, je me suis totalement planté. Ah non. Les psychanalystes sont les psychanalystes, on les domine au bout de 30 secondes. C'est pas très puissant. Enfin, certains, sans doute, mais j'ai jamais été bon client pour cette affaire-là. Mais là, c'est du sérieux. C'est le jugement dernier. Le jugement dernier de chaque seconde. De chaque seconde. Oui. Comment il est né, ce roman? C'était quelle motivation, quelle envie il y a eu? Il y a sûrement eu une étincelle à un moment. Ben Donc non, à Paris, j'imagine. c'est très simple. Forcément. La plupart des gens, jusque-là, me prenaient pour un petit dandy, un petit marquis, né dans le 7e arrondissement, etc., etc. Alors que, d'ailleurs, j'ai tout fait pour qu'on me prenne pour ça. J'étais très content. Ça me semble un bon produit de la civilisation. Mais tout d'un coup, il s'agissait de dire attention, voilà d'où je viens quand même. Remettre les pendules à l'heure. Oui, ou bien les dérégler, regarder l'heure sur des montres molles. Voilà aussi d'où je viens. Je suis pas complètement désinfecté. Je suis voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Il y a la vision d'un Orient qui est très proche de l'explosion, Oui. mais en même temps, quand on lit ces lignes, il y a presque ce parfum orientaliste au terme de la peinture, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça vous évoque à peu près les mêmes choses, mais quelque chose d'apaisé tout autour. Ben, c'est ça le paradoxe de l'Orient. C'est à la fois des épices, de la menthe, du jasmin, de la fleur d'oranger, et en même temps une odeur de merde. C'est à la fois la sensualité, la lenteur, la volupté, et en même temps la connerie de l'époque où je vivais, que ce soit la connerie coloniale ou symétriquement la connerie islamiste, les deux se faisant face. C'est tout ça. Je suis né au confluent de ces sensibilités-là. Oui, parce que en fait, vous n'êtes pas là pour créer une polémique non plus. C'est-à-dire que vous mettez bien dos à dos deux visions en fait qui vivent ensemble malgré tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment dire, mon père me disait une des dernières phrases qu'il a prononcées quand il avait encore sa tête. Il m'a dit: n'oublie jamais que la vérité a toujours un pied dans le camp d'en face. C'est vrai, voilà. Mais là, en la circonstance, dans l'exacerbation des colons et l'exacerbation des nationalistes algériens, c'était l'enfer, quoi. Moi, je voulais sortir de là au plus vite. Je priais le général de Gaulle pour qu'il trahisse encore plus vite, pour qu'il brade encore plus vite cette colonie encombrante. Et puis, on a retrouvé tout ça avec... Et aujourd'hui, à l'époque, l'islam et l'islamisme n'étaient pas un grand sujet comme ça l'est devenu. Non, il y avait l'empreinte de la religion, certes. Oui, mais une religion dont on ne soupçonnait pas qu'elle était grosse de convulsions extrêmes. Il y a un passage qui m'a fait sourire dans ce livre, c'est quand vous imaginez à cette époque que vous auriez pu être le fils de Winston Churchill. Ah oui, ben ça c'est mon roman personnel, oui, parce que un jour je dois à ma mère une confidence tardive. Elle m'a révélé que j'avais été conçu à la Mamounia.
Et à l'époque, la Mamounia, donc dans les années, début des années 50, c'était un endroit où on croisait Sacha Guitry, euh, Joséphine Baker, Maurice Chevalier, et puis Churchill habitait là, et sa terrasse prolongeait celle de mes parents. Et comme mon père chassait toute la journée dans le désert, ma mère s'ennuyait. Et quand j'ai eu mon petit conflit oedipien avec mon père, il m'a semblé évident que Winston, malgré sa corpulence, avait franchi la haie de laurier qui sépare les terrasses. Et que voilà, heureusement que je ressemblais incroyablement à mon père. Mais pendant longtemps, quand je passais au carrefour des Champs-Élysées, j'allais saluer la statue de Churchill. De tout ça, il est resté mon anglophilie extrême et un sentiment d'avoir perdu du temps, parce que mon père était un homme admirable. Et puis, il y a l'amour de la littérature Oui. qui vient de votre mère. Oui, Personnage central, oui, tellement important Oui. pour vous, je veux dire, évidemment, comme pour Tout le monde. beaucoup d'hommes, tout le monde sur Terre. Mais elle vous a transmis cela, l'amour des livres, l'amour Oui. de l'objet livre. Oui, bien sûr. Elle s'appelait Gilberte, qui est un patronyme proustien par excellence. Oui, je lui dois ça. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. L'amour de Proust, il vient de là. Oui, je crois, oui. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit le dictionnaire amoureux de Proust Avec votre avec fils. Raphaël, je l'ai écrit avec Raphaël précisément pour qu'on l'offre, lui à sa grand-mère et moi à ma mère, parce que c'est important. On avait été un peu fâchés avec Raphaël, donc pour eux, c'était bien qu'on se réconcilie pour elle avec Marcel, quoi. C'est une réconciliation qui a été créée par ce livre, grâce à ce livre. Non. Elle a été créée parce qu'on s'aime, c'est tout. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait également, c'est de savoir justement ce Marcel Proust. Je ne sais pas si vous avez senti, mais enfin, si c'est fait exprès, mais on le ressent dans ce livre, même dans l'écriture. Si vous l'avez entendu, entreaperçu, c'est le plus beau compliment, mais je vois pas trop. Dans les lignes, peut-être dans certaines phrases. En fait, c'est pour aller vite. Ce que Proust m'a appris, pourquoi Proust a changé ma vie? Il a changé ma vie en ce sens qu'il m'a appris à mettre la bonté au-dessus de l'intelligence. Premièrement. Deuxièmement, il m'a appris à me méfier de l'amour romantique et de lui préférer l'amour romanesque. Dans l'amour romantique, c'est du fusionnel. Proust, ça il n'aime pas du tout. L'amour romanesque, c'est-à-dire que le malentendu garde le cap. Toute autre façon de voir l'amour serait naïve, puérile, comme les surréalistes, voyez, ou comme les écrivains de collection de gare. Donc Proust, il m'a appris ça, et si tant est, pourtant je sais que mes phrases sont courtes, hein. C'est pas. J'aurais bien voulu le voir avec des phrases si courtes, Marcel. Il était. C'est un génie indépassable. Indépassable. Si jamais vous n'aviez pas été éditeur, pas été écrivain, c'eût été quoi? Ce que j'aurais souhaité être? Ouais. J'aurais adoré être un grand sportif. Un sportif? Oui, j'aurais adoré être un avant-centre de football glorieux. J'aurais adoré être un champion de tennis qui sait qui va gagner sa partie. J'aurais adoré Donc là, il n'y a plus de doute quand il sait qu'il va gagner. Voilà. J'aurais adoré être... Oui, c'est ça, ça m'aurait plu. Je pense qu'on doit être très, très heureux quand on est un champion, un grand champion. Pas les petits champions, un grand champion. On est dans un café, on est au Flore, et je voulais vous proposer d'imaginer que vous allez reprendre comme ça le Flore ou quelque chose. Je vous posais 3 questions de l'univers du café. Savez-vous ce qu'est un café blanc?
Non, oui, c'est un café. On en sert beaucoup en Afrique du Nord, des cafés Exactement. blancs. C'est une couleur blanche. J'ai jamais pris ça. Ça doit être de l'alcool d'oranger, peut-être, Là, ouais, non? bah, là, une Hein? boisson chaude à base d'eau, de fleurs d'oranger Oui, c'est et de ça. miel. Oui, café Non, blanc. vous êtes très fort. Savez-vous de quel pays le café glacé est originaire? Café glacé. Ouais. Café glacé, c'est pas irlandais. Eh ben non, ce n'est pas irlandais. Ça revient depuis les années 1840 en Algérie, le mazagran. Ah de oui, la le mazagran, forteresse, peut-être, oui, bien sûr. de Mazagran, Très bien. composé de café sucré et froid inventé par l'armée française lors de la bataille. D'accord. De Mazagran. D'accord. Et voilà, on vous a surnommé, c'était quoi, le Montesquieu du Ritz par Ah bon Bec BD. Ouais. Donc quel est le cocktail signature du bar Hemingway au Ritz? Ah oui. Ah ah. Ah oui. Ah. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Allons-y. Il était contre le général Montgomery et pour le général Patton, Hemingway. Hemingway. Et Montgomery avait l'habitude d'attaquer quand il était 10 fois plus nombreux que l'ennemi. Vous voyez? C'est pour ça qu'Hemingway l'aimait pas trop. Et donc il avait fait, en tout cas dans la légende, un cocktail qui s'appelait le Monty, Mais non. où il y avait 9 doses Des volumes. de quelque chose et une dose de l'autre. Voilà, est-ce que je me trompe beaucoup? En fait, c'est surtout le Bloody Mary, cocktail popularisé par Hemingway, qui était Ah oui, le Bloody client. Mary. Ouais, voilà, D'accord. qui Je crois que était c'était le client. Monty, mais bon, Eh bien, en fait, il en a fait plusieurs. bien sûr. Merci énormément, Jean-Paul Enthoven, d'avoir accepté cette Merci à invitation. vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Si le soleil s'en souvient, avec ses 4 S qui sifflent Ah oui. comme Ces serpents un serpent. qui sifflent sur vos têtes. Si le soleil s'en souvient, chez Grasset. Merci beaucoup. Et puis voilà, on n'a plus qu'à prendre un café au comptoir. Merci beaucoup à vous. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.